Salut l'équipe, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Frédéric Martin, CEO du projet MyDID. Comment ça va? Ça va, Sach. Alors là, actuellement, on est dans les bureaux. On ira faire la visite juste après. Mais comme je vous ai promis, après chaque analyse fondamentale, je sais que la communauté MyDID est super motivée à l'idée de cette rencontre et de répondre aux différentes questions. Eh bien, nous voici tout d'abord pour l'interview. Vous verrez ensuite l'intérieur des bureaux, peut-être un petit peu de l'équipe pour ceux qui veulent se présenter. Mais voilà. Frédéric, CEO aujourd'hui du projet MyDID, en ayant commencé à un poste tout autre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, toi, dans ta vie complète? Tu m'as dit que tu étais un geek. Ouais, je suis un geek assumé, on va pas se cacher. Donc j'ai un profil plutôt tech. Donc, j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la cybersécurité. Ouais. Et par un peu chance, en fait, dans la cybersécurité, on utilise beaucoup de cryptographie asymétrique, enfin des choses un peu cabalistiques techniquement, mais en tout cas qui sont des bases qui servent pour la blockchain, en fait, Ouais. pour signer des transactions, interagir avec des DLT, enfin des choses comme ça. Et donc en fait en 2018, j'ai fini par me dire, ça c'est 3-4 ans, 2012-2013 mes premiers contacts avec Bitcoin, et puis après c'était un peu mon second métier de nuit, Ok. en plus de architecte cybersécu. Et à un moment j'ai dit il faut que je dorme un peu plus, donc il faut que ça devienne mon projet principal. Donc j'avais regardé plein de projets et j'ai fini par basculer à plein temps et puis de redevenir consultant après cette première expérience. Et après j'étais en contact avec l'équipe originale de XSL Lab, ça s'appelait comme ça à l'époque. J'ai même venu après, j'ai vu que ça s'appelait Silar même un peu à l'origine. Enfin, il y a toute une histoire, je me suis greffé sur ça. Et par chance en plus j'étais déjà en train de bosser avec Imad Al-Aouni maintenant, qui est le directeur technique, qui lui a une formation encore plus tech sur de la cryptographie et des choses comme ça. Et donc voilà, mon parcours et puis les gens avec qui je travaillais, on s'est greffé sur ce projet. Et puis comme ça correspondait à des passions communes, voilà, on n'a plus lâché à faire depuis. Mais comment est-ce qu'on passe de passionné comme toi à CEO? J'imagine que le parcours a été intense, que tu es passé par peut-être des postes différents, etc. Ouais, alors moi j'ai toujours été donc, dans les postes techniques liés à la sécurité. Et quand tu développes une expertise technique sur les sujets blockchain, en France c'est un tout petit secteur. Donc tout le monde se connaît, tout le monde donne ses avis sur les projets des uns et des autres. Donc c'est comme ça que tu te fais un peu ta place et que tu es reconnu. J'ai travaillé avec les fondateurs de Ledger sur justement les premiers formats de hardware wallet. Tu vas me retrouver Normalement, tu ne retrouves plus de vidéos avec moi avec les cheveux longs, mais tu peux retrouver des vieilles vidéos de moi qui parlent de hardware wallet et de choses très bizarres sur Internet. Et donc, quand j'ai rejoint le projet, c'était en tant que directeur technique, ce qui correspondait bien à l'évolution dans le temps. J'avais déjà été responsable un peu sécurité dans un projet précédent. Et bon là, l'idée, c'était pas prévu que je sois CEO, faut être clair. Il y a eu une tentative de renouvellement de CEO, qui ne s'est pas passé comme on voulait spécialement. Et voilà, on a décidé à un moment que c'était logique que je prenne les rênes de l'entreprise, surtout que j'avais fait un peu le tour de côté technique. Imad El-Aouni avait pu aussi monter en compétence sur les choses qu'il fallait. Donc j'ai pris un peu naturellement le lead du projet suite à toutes ces aventures de start-up un peu habituelles. Okay. Voilà. Et puis c'est quand c'est de plus en plus ton bébé, à la fin, tu veux en être responsable pour le meilleur et pour le pire. Au moins, on te reproche des choses, quand tu as les libertés, tu les assumes et puis tu avances. Voilà. Ouais. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'est très très bien répondu. Ouais. Mais du coup, là, depuis que tu es CEO, des choses ont changé, etc. Et toi, pour parler un petit peu de toi avant de parler un petit peu plus de technique,
À quoi ça ressemble la vie d'un CEO? Surtout pour un projet français, MyDID, Ouais. identité décentralisée. Alors, bon, déjà, comme tu dis, la sphère crypto, alors, les gens n'aiment pas forcément ce mot, la blockchain, crypto, Web3, peu importe. Tu mets le terme, il est bullshit dans les gens qui font du bullshit, et puis il y a une réalité technique quand les gens qui bossent sur les sujets techniques. Mais en disant, dans le monde Web3, l'acceptation même des projets crypto, elle a été variée. Même du temps de Bruno Le Maire, il y a eu... parce que tu dépends beaucoup du choix des positionnements politiques aussi, si Oui. c'est accepté ou pas. Par chance, soit tu arrives à un moment où c'est quand même globalement assez dédiabolisé. Oui. Et puis il y a l'environnement MICA européen qui vient encadrer tout ça. Mais même en France, ça, c'était encore très compliqué quand même de savoir si les pouvoirs publics appuient ou pas. Donc en gros, tu as cette première étape tu es sur un sujet qui n'est pas forcément appuyé par des pouvoirs publics et par l'administration. Donc la complexité quand tu es un peu patron de boîte de ce truc-là, c'est qu'il faut que tu trouves un équilibre entre ce que tu dis de ta partie crypto et puis les sujets techniques. Okay. Donc dans notre cas, on a bien fait. On a séparé en deux entités. On a une entreprise en Suisse qui garde la gestion de la partie crypto. Et puis on a une entreprise en France qui développe le R&D et le service du projet principal. Voilà. Donc la vie d'un CEO d'un projet français, c'est d'abord effectivement te faire ta place et trouver l'endroit, le meilleur moyen que ton projet soit accepté d'un point de vue légal et encadrement. Et là, en ce moment, en France, parce que la boîte française en fait a à peu près 1 an, tu as tout un tas de démarches dans lesquelles on est, qui est jeune entreprise innovante, chrétien pour recherche, enfin, toutes des aides, parce que, par exemple, si on prend une différenciation culturelle, en Suisse, tu n'es pas embêté sur beaucoup de sujets, mais tu n'es pas du tout aidé. Oui. Voilà. En France, tu es embêté sur plein de sujets, mais tu as aussi des aides françaises et européennes. Donc là, côté CEO crypto, là j'ai vraiment bien passé la main sur les sujets techniques là. Donc je vais être dans une démarche là de plus en plus de représentation, d'encadrement convenable d'un point de vue juridique, trouver les aides qui vont bien. Et voilà, en gros c'est un peu ça. C'est trouver sa place dans un environnement qui n'est pas forcément le plus positif en France. Oui. Parce qu'en France, on a 2 grosses licornes, on a Sora et Ledger, à qui on pardonne tout. Et puis tu as tous les autres petits projets même des projets beaucoup plus gros que nous, qui ne sont pas forcément aussi appuyés. Oui. Donc voilà, c'est le quotidien d'un CEO crypto, c'est trouver sa place voilà, en termes de légalité et encadrement sur les projets crypto, trouver des compétences en termes de développeurs et autres, ce qui n'est pas évident. Par chance, on a quand même une bonne culture de développement en France et de cryptographie, etc. C'est juste que il y en a trop peu, donc on se bat pour les mêmes profils, et très souvent tu finis par prendre des gens qui sont plutôt bons dans leur domaine que tu formes au Web3 plutôt que des gens qui sont formés pur au Web3. Ouais. Et par chance, on a aussi des organismes de formation en France qui aussi permettent de faire ça, de transformer des gens qui étaient dans un métier et qui font une formation un peu courte, mais qui est un peu intensive, pour changer de métier. Donc voilà, pour te dire, c'est de l'encadrement, c'est de l'humain, trouver des ressources, se positionner dans ce monde-là. Et puis là, maintenant, pour nous cette année, c'est aussi aller chercher des fonds traditionnels pour pouvoir, après avoir fait beaucoup de R&D et avoir préparé les services, donner une impulsion en termes de marketing importante. Mais quand je dis importante, c'est à chaque fois, c'est en centaines de milliers d'euros. Si tu veux vraiment te faire connaître,
au-delà du petit écosystème dans lequel tu es, surtout que nous qui visons des services génériques, pas que pour la communauté crypto. On n'est pas un projet DeFi qui pourrait se nourrir et faire connaître juste de la communauté crypto pour le vendre.